Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Plume et Défis, qui est donc la série d'épisodes où on explore les coulisses des romans à travers des jeux, des défis et surtout beaucoup de bonne humeur. Au programme, pitcher son roman d'une façon humoristique, des questions complètement loufoques, des dilemmes et un petit défi d'écriture. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Picard, autrice du roman post-apocalyptique Les Oubliés d'Aegir. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors Amandine, ton premier défi est simple, enfin en théorie, tu vas devoir pitcher Les Oubliés d'Aegir de la façon la plus drôle possible. Alors c'est l'histoire d'Auguste qui a 20 ans. Il a jamais vu de micro-ondes, il sait pas ce que c'est, il a jamais entendu des gens râler sur les grèves de la SNCF. Et la raison elle est simple, c'est parce qu'il a dû s'adapter à la grande catastrophe qui a ravagé la Terre entière, supprimé les continents et laissé 7 pauvres îles aux survivants. Donc il vit sur un petit bout de caillou avec ses potes. Il a Charles, un vieux gars un peu à moitié sénile, et Anastasia, une voleuse bien recherchée. Tous les trois sont des oubliés, donc c'est un groupe de voyageurs avec un collier en forme de corbeau. Et il y a une seule règle, c'est interdiction de parler à ceux qui ne sont pas des oubliés. Et puis bim, un jour, Auguste découvre une île qui normalement ne devrait pas exister. Merci pour ce pitch, moi il m'a fait bien rire. Et maintenant tu peux prendre un peu plus ton temps, tu peux développer un petit peu plus. Si tu devais présenter Les Oubliés d'Aegir d'une manière plus posée et un peu plus sérieuse à quelqu'un qui ne connaît rien à ton univers, qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors pour situer un peu l'univers, ça se passe après 20 ans de la grande catastrophe de 2033. En fait il y a eu plusieurs tsunamis qui ont ravagé les continents et on ignore encore la raison. Et le grand problème majeur avec ces tsunamis, c'est que l'eau, elle n'est jamais repartie. Donc tout se retrouve submergé. De là, on a seulement 7 îles qui ont chacune développé leur petite spécificité. Donc par exemple, il y a l'île saisonnière qui va être surtout sur la production du pain, du blé. On a l'île pêcheur, l'île vestimentaire et bien d'autres. De là, on va avoir plusieurs rivalités de ressources. Forcément, on va avoir une piraterie qui va se développer par rapport à la valeur des biens. Et donc, toutes les îles, elles ont décidé de créer le statut des oubliés. Alors, c'est des personnes qui acceptent de voyager entre ces îles, mais en contrepartie, elles n'ont pas le droit de divulguer les secrets de chacune de ces spécificités propres aux îles. Alors, ils sont reconnaissables avec un collier de corbeau, et donc du coup, ils sont toujours sur les mers. Normalement, ils n'ont pas le droit d'être attribués seulement à une seule de ces îles, ils doivent être constamment dans le voyage. Et donc du coup, dans le livre, on va suivre le personnage Auguste et ses 2 amis. Et malheureusement, Auguste, un jour, il va faire un naufrage et il va arriver sur une île qui est une nouvelle, qui n'a jamais été vue auparavant auprès des oubliés. Et tout est là, le suspense de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a sur cette île ? Ok, d'accord. C'est maintenant le moment des questions loufoques. L'objectif, c'est d'en apprendre un peu plus sur ton roman, tes personnages, mais aussi sur toi, à travers des questions un peu déjantées et humoristiques. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors, la première question, c'est si tu pouvais discuter avec un seul de tes personnages pendant 5 minutes, ce serait lequel ? Et qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, je pense que ce serait le personnage Elia. C'est l'antiquaire de l'île saisonnière. Donc les antiquaires, ce sont ceux qui doivent donner les colliers aux oubliés. Et ils ont chacun leur boutique dans lesquelles ils restaurent les vieux objets des temps anciens. Elia, déjà, c'est un personnage que j'apprécie juste pour son prénom. Parce qu'en fait, quand j'écrivais mon premier jet sur Wattpad à l'époque, j'avais très peu de lecteurs. Et ma première lectrice qui m'a suivie jusqu'au bout, c'est elle qui a du coup donné ce prénom-là à ce personnage. Donc en plus du prénom, c'est aussi un personnage auquel je m'identifie un peu et qui reste assez aussi mystérieux dans l'histoire. Voilà, il habite dans une ruelle sombre, il a une petite boutique un peu poussiéreuse, beaucoup d'objets qui s'entassent. Et en fait, on ne sait rien de ce personnage-là. On ne connaît pas son enfance, ni comment est-ce qu'il a survécu à la grande catastrophe.
Donc j'aurais beaucoup de questions à lui poser, je pense, à ce personnage. Et tu lui dirais quoi précisément? Déjà, j'adore l'anecdote avec le fait que c'est une de tes premières lectrices qui a donné ce nom, c'est trop mignon. Tu lui dirais quoi justement à ce personnage? Tu lui poserais des questions sur quoi un petit peu? Je pense que je le harcèlerais pour savoir précisément comment est-ce qu'il a survécu, parce que c'est pas anodin d'avoir pu survivre à la grande catastrophe. C'est seulement 1% de la population entière de la planète qui a pu y vivre. Donc je pense que je lui poserais des questions par rapport à ça. Et ensuite à savoir son alimentation. Alors il y a un peu un mystère, c'est un peu le running gag du livre, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement musclé, alors qu'il vit sur une des îles où personne ne peut manger à sa faim. Donc voilà, je lui poserai des petites questions par rapport à ça. Et alors, si le collier en forme de corbeau dont tu parlais, donc le collier des oubliés, si j'ai bien compris, il pouvait donner un pouvoir magique, ce serait quoi? Donc voilà, c'est comme je disais juste avant, c'est ce collier-là, il est donné justement par les antiquaires. Donc Elia en fait partie. S'il devait donner un pouvoir, je pense que ce serait l'invisibilité, mais uniquement à une condition, qu'il y ait aucun autre oublié à proximité. Donc si t'es seul, tu deviens invisible, par exemple. Ok, ouais, je vois. La question prochaine, je la trouve vraiment loufoque pour le coup, et un petit peu anachronique du coup. C'est Auguste, imaginons qu'il débarque dans une télé-réalité. Ce serait quel type de télé-réalité et comment est-ce qu'il s'en sortirait? Alors, sans hésitation, je pense que ce serait Secret Story. Avec en secret, j'ai découvert une île. Bon, ça fait un peu ambiance colonisateur, dit comme ça, c'est pas l'esprit que je voulais renvoyer. Par contre, je pense qu'il se ferait éliminer dès le début. Hein. Il a pas assez de caractère et il est peut-être un peu trop discret pour une émission de télé-réalité. Ok, j'adore l'idée. Faudrait tenter de faire un petit préquel ou quelque chose, un bonus télé-réalité Auguste dans Secret Story, ce serait hyper drôle. Et bah c'est exactement le tome 2 que j'avais prévu. Ah là là, j'ai tout pré-shot en fait. Exactement. Alors imaginons ensuite qu'un oublié puisse adopter un animal totem, lequel représenterait le mieux Charles, qui est un des personnages dont tu parles du coup dans le synopsis. Alors justement oui, Charles il fait partie du trio avec Anastasia et Auguste. Il a un peu le rôle de père puisqu'il a quand même 40 ans de plus qu'eux. Il a vécu la grande catastrophe d'il y a 20 ans. C'est un personnage loufoque, plein de références, assez actif pour son âge. Mais du coup je pense que son animal totem, ça va être très précis, hein. Mais ce serait un vieux chien mouillé avec tu sais les poils qui tombent devant les yeux, très lent mais fidèle, un genre de patou fatigué par la vie. Ouais, j'imagine bien ça. Je vois totalement le genre d'animal. Alors ensuite, on imagine qu'une météorite tombe du ciel avec dedans, on sait pas comment, hein, mais un objet technologique du passé à l'intérieur. Qu'est-ce que ce serait et qu'est-ce que Auguste et ses amis feraient avec? Alors, c'est vraiment pas fameux pour eux, mais je pense que ce serait juste une boîte avec des câbles HDMI. Et pas de chance, ils ont pas d'électricité ni d'écran, donc je pense qu'ils les utiliseraient en guise de ceinture. Ce serait très drôle. Je vois bien le truc des aventuriers et leurs pantalons tient avec des câbles HDMI extraordinaires. Oui, pas des USB-C, hein, des HDMI. On est vraiment que des HDMI, rien d'autre. Très précis en plus. Toujours. Alors, et s'il fallait représenter ton roman avec un petit peu une météo symbolique, laquelle ce serait au début du roman et à la fin? Alors au début du roman, ce serait beaucoup de pluie et un peu des grandes marées comme à Saint-Malo. Je sais pas si ça te parle. Si, totalement, ouais. Voilà. Et à la fin, ce serait beaucoup de brouillard. J'en dis pas plus. Ok. Un peu de mystère pour les personnes qui vont acheter le livre après. Exactement, faut pas tout dire. On sait déjà que le prochain tome, c'est Secret Story. Donc, bah oui, là, faut pas trop spoiler. Bien sûr, c'est de l'humour. Le prochain tome, ce sera a priori pas Secret Story de ce que j'ai compris. Non, sûrement pas. Alors, ensuite, accroche-toi bien, Amandine, parce qu'on va passer au dilemme livresque. Prépare-toi à faire des choix impossibles ou presque. Alors, le premier tu préfères, c'est... Imaginons que tu puisses révéler au monde l'existence de la 8e île, ou alors tu peux choisir de la garder secrète pour préserver l'équilibre fragile entre les survivants. Donc on imagine bien sûr que c'est dans l'univers du livre. Qu'est-ce que tu ferais? Moi je raconte tout. Ah tant pis pour l'équilibre. Tant pis. Tant pis, oui. Ok. Le prochain, tu dois faire un choix difficile. Soit tu supprimes un personnage que tu adores pour renforcer l'impact
dramatique de l'histoire, ou alors tu le gardes, même si ça rend le récit moins intense? Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai fait un peu les deux, j'ai expérimenté les deux, donc je connais les deux situations, mais à choisir, je pense que je préfère quand même garder mes personnages, parce que c'est difficile de s'en séparer. Ok, oui, je comprends. Ensuite, ton roman, il est adapté en série Netflix, mais il modifie complètement la fin. Ou alors, il devient un jeu vidéo un peu narratif, mais les choix qui sont proposés aux joueurs, ça correspond pas du tout à ce que tu aurais écrit. Tu choisis quoi? Je choisirais Netflix, parce que quand même, Netflix, ce n'est pas rien. Et puis, je pense que c'est pas dramatique si une fin, c'est pas la même. Certes, ça peut passer un peu pour un sacrilège, mais en fait, l'adaptation, c'est une relecture en soi. Donc, on peut pas rester fixe par rapport à l'œuvre initiale. C'est toujours bien d'avoir d'autres versions, en fait. Je pense, de mon point de vue. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut être sympa. Et puis même, ce serait pas la première fois qu'une adaptation, c'est pas exactement pareil qu'un livre. Donc Netflix, je pense que j'aurais choisi la même chose si j'avais écrit un livre. C'est ça. Et puis il y a tellement d'adaptations qui ont une fin différente et qui sont quand même très bien réussies. Donc pour moi, c'est pas un gros problème. Carrément. Alors, maintenant on imagine que tu es obligé de réécrire tout ton roman. Tu as le choix de le réécrire soit du point de vue d'un personnage secondaire dont le lecteur ne sait presque rien, soit, du coup, la même chose que tu as écrit actuellement, mais sans aucun dialogue, uniquement de la narration. Quelle version t'inspire le plus? Moi, disons que mes personnages secondaires, ils auraient pu ils auraient pu porter l'histoire à eux seuls. Donc, pour moi, ça aurait pas été un problème. Disons qu'Auguste aurait pu être un personnage secondaire et Anastasia aurait pu être le personnage principal. Donc, moi, comme je déteste écrire sans dialogue, je préfère quand même... du point de vue d'un personnage secondaire dont on ne sait presque rien, sans hésitation. Ouais. Je pense que même c'est plus intéressant, puisque c'est vrai que de la narration sans dialogue, ça doit pas être simple non plus à écrire. Vraiment pas. Je pense que c'est très difficile à rendre ça dynamique. Ouais, carrément. Alors ensuite, on imagine que tu peux publier tous les hommes prévus de ta saga, parce que oui, du coup, si vous ne l'avez pas compris, il y aura plusieurs tomes, mais ils restent très confidentiels, il y a que quelques passionnés qui les lisent. Ou alors tu publies uniquement le premier tome, le tome actuel donc, mais ça devient un immense succès mondial. Quelle voie tu préfères? Alors, dans tous les cas, je pense que les deux, c'est une réussite. Mais à choisir, je ne crache pas sur un immense succès mondial, madame. Pas de fausse modestie. Hein. Je comprends. C'est vrai que c'est toujours bien quand son travail est récompensé. Surtout sur un premier tome. Hein. C'est pas habituel. Et puis ce serait mérité parce que c'est vrai que ça demande du travail d'écrire un livre. Ah oui, beaucoup de patience. Hein. Alors, on va passer à une partie un petit peu plus personnalisée en fonction de l'univers et de l'auteur. Et pour ton livre, je l'ai appelé « Le guide de survie des oubliés ». Notez ce titre sur 10, s'il vous plaît. Amandine, quels sont, selon toi, les 3 objets indispensables pour survivre sur une des îles? Alors, on va partir du principe qu'on est sur l'île saisonnière, parce que c'est celle qu'on voit le plus dans le tome 1. Ce serait déjà une carte détaillée des champs, des sentiers, en fait, entre Kolga et Emine, qui sont du coup les 2 grandes villes qu'on retrouve sur l'île. Parce qu'en fait, il y a tellement de passages, de champs, etc., qu'il y en a beaucoup qui se perdent. Donc déjà, une carte indispensable, si on veut pas mourir. Ensuite, une petite amulette du Grand Soleil. Alors, le Grand Soleil, c'est la religion, en fait, qu'on retrouve sur l'île là, mais il y a aussi sur l'île Pêcheur, aussi. Enfin bref. Et ça porterait chance. On serait bien vu aussi des prêtres du Grand Soleil. Et enfin, peut-être un sac pour cacher tout ce qu'on vole dedans. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut survivre. Il faut voler du pain, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est qui les prêtres du Grand Soleil? Parce que je crois que j'ai pas compris trop c'était qui, moi. Les prêtres du Grand Soleil, c'est ceux qui gouvernent l'île saisonnière. En fait, ce bout de terre, il est gouverné seulement par la religion. Et on peut retrouver plusieurs bâtisses qui prient un peu les forces de la nature et qui espèrent avoir de meilleures récoltes. Et c'est pareil pour les autres îles? C'est des prêtres qui les dirigent? Non, toutes les îles, c'est complètement différent. Il y a des îles qui fonctionnent avec la monarchie. On a vraiment tous les modes de fonctionnement comme on peut avoir actuellement sur la planète, finalement. Ok. Mais oui, les prêtres, on peut les avoir que sur l'île saisonnière, un peu l'île Pêcheur, mais très peu. Et puis voilà, le reste, c'est différent. Ok, ça marche. Et du coup, si j'ai bien compris, les autres îles, ce sera dans les prochains tomes qu'on en apprendra plus, c'est ça? Exactement.
Ensuite, la prochaine question de ce guide de survie, c'est quelle erreur fatale est-ce qu'on ne doit absolument pas faire quand on est un nouvel oublié ? Alors c'est terrible dit comme ça, mais il faut surtout pas rester en contact avec sa famille. Parce que justement, ça fait partie des interdictions quand on est un oublié, c'est qu'on ne doit pas communiquer avec des gens qui n'ont pas le collier de corbeau. Si papa, maman, ils n'ont pas le collier de corbeau autour du cou, faut leur dire au revoir une bonne fois pour toutes et il faut plus jamais leur parler. Parce que sinon, ça dépend des îles, pareil, des lois. Mais y en a certaines, ça va être punition au fouet, d'autres ça peut être la mort, enfin, des trucs atroces, hein, bien sûr. Donc non, ne pas rester en contact avec papa, maman. Et d'ailleurs, par rapport aux oubliés, je me demandais, on est d'accord, c'est eux qui choisissent d'en devenir, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est s'ils en ont envie, parce qu'en fait, certes, tu sacrifies un peu tes amis, ta famille, etc. Mais derrière, tu gagnes ta liberté. Parce que tu fais partie des rares personnes à pouvoir te déplacer d'une île à l'autre. Alors que toutes les personnes, entre guillemets, lambda, n'en ont pas l'autorisation. Ok, c'est ça, ouais. Un peu, ouais, explorateur, tout ça. Alors, la prochaine question, c'est quelle compétence improbable, genre ça peut être vraiment improbable ce que tu veux savoir faire des nœuds marins en dormant, j'ai mis ça comme exemple. Quelle compétence improbable, du coup, serait la plus utile dans ton univers ? Ce serait, je pense, le suivi de la migration des poissons. Parce qu'en fait, c'est très bizarre dit comme ça, mais l'eau, elle a tellement monté depuis la grande catastrophe, puisque ça submergeait tous les continents, qu'il y a beaucoup trop de quantité d'eau par rapport au nombre de poissons. Donc en fait, si tu veux pêcher et avoir une ressource qui est quand même assez rare et très nourrissante, le poisson, si tu veux pêcher du poisson, il faut savoir vers où est-ce qu'il se déplace. Donc je pense que connaître par cœur le suivi de la migration des poissons, c'est vraiment la compétence improbable parfaite. Ah oui, ok, je vois. Alors, imaginons maintenant que tu sois projeté dans l'univers de ton roman pendant 24 heures. Quelle stratégie tu adoptes pour ne pas mourir ? On est vraiment sur du fun. Alors, déjà, je pense qu'il y a 2 îles sur lesquelles il vaut mieux tomber plutôt que d'autres. Moi, ce serait soit l'île vestimentaire, où c'est une île avec beaucoup de neige, des vaches, des moutons, des chalets, très confortables. Ou alors, il y a l'île meublière, avec des cabanes dans les arbres, des tyroliennes, enfin, génial. Et je pense que j'opterais plus pour la seconde île, donc l'île meublière, puisque c'est des gens qui ne parlent pas et ils adulent les oubliés. Donc je pense que c'est le bon plan, c'est d'être un oublié et d'aller sur l'île meublière. Et là, on vit comme un roi. Ok, je prends note. On sait jamais, des fois que le multiverse me frappe. Alors, on va passer à la prochaine partie qui est donc le défi écriture express. Du coup, on l'a un peu modifié avec Amandine pour que ça colle un peu mieux à son profil. Et plutôt que d'improviser une histoire avec des mots tirés au sort, je les ai choisis pour elle. Et donc, tu nous l'as préparé en avance. Et les mots que j'avais tirés au sort, c'était algues, écho et promesse. Alors, Amandine, est-ce que tu veux nous lire la petite histoire que tu as préparée ? Oui. Auguste arrive sur cette plage. Une nouvelle, ça c'est sûr. Il ne l'a jamais vue. Le sol est jonché d'algues, des tonnes partout. Des vertes, gluantes, certaines presque noires. Il avance un peu, regarde autour. Il est seul, enfin il croit. Ses pas font un drôle de bruit, comme un écho, ou peut-être est-ce juste son cœur qui bat trop fort. Mais qu'est-ce que cette île cache au juste ? Il n'en sait rien. Mais une chose est sûre, il se fait une promesse. Il découvrira la vérité. Eh bah, très sympa. En plus, j'adore le petit clin d'œil à ton livre. Est-ce que c'était le vrai extrait, entre guillemets, de quand il découvre l'île, ou tu l'as vraiment inventé pour le podcast ? Alors, je l'ai vraiment inventé, mais je m'en suis fortement inspirée. Alors déjà, c'est pas le vrai parce qu'il n'y a pas d'algues. Petit détail. Et deuxièmement, en fait, moi, mon livre, il est à la première personne. Donc là, c'était la première fois que j'écrivais à la 3e personne. Ça m'a fait un peu bizarre, mais je crois que j'apprécie. Ok. Et du coup, on va en profiter pour parler un petit peu plus de ton process d'écriture. Je crois que tu te décris comme une autrice entre architecte et jardinière, un peu entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne dans ta tête quand tu écris un petit peu ? Alors, j'ai appris ça grâce à mon ancien prof de français en prépa. En fait, ceux qui ont un mode d'écriture architecte, c'est ceux qui vont tout calculer, qui vont avoir le plan prévu de A à Z, qui vont savoir précisément par chapitre ce qui va se passer. Et ceux qui sont jardiniers, c'est plus au feeling. Ils savent un peu comment ça débute, mais ils savent pas vers quoi ils vont précisément. Alors moi au début j'étais plutôt architecte, j'avais mes post-it, j'essayais de les suivre, mais j'ai tellement d'idées que ça change régulièrement, c'est un enfer.
Et pour les oubliés d'Aegir, du coup, tu es partie d'un plan très structuré, mais de ce que j'ai compris, tu l'as pas vraiment suivi, c'est ça? Du tout, je l'ai vraiment pas suivi. Pourtant, j'avais fait la technique des post-it. Donc en fait, j'avais 3 types de couleurs, il me semble, 3 ou 2 types. Je ne sais plus précisément. Il y avait un post-it d'une couleur qui indiquait le personnage principal, son point de vue, et chaque post-it, ça représentait un chapitre avec une grande action ou une grande révélation. Et il y avait les post-it d'une autre couleur qui étaient tous les personnages secondaires. Et de là, j'avais une frise chronologique où je plaçais les post-it dessus pour indiquer dans quel ordre je voulais que ça se passe. Alors au final, les post-it, je les ai mis un peu de côté. Énormément de choses ont changé et je pense que c'est pas plus mal. Et beaucoup de personnages qui n'existaient même pas au départ sont apparus après, en fait. Donc non, je n'ai pas du tout suivi mon plan. En même temps, je crois que de ce que j'ai compris en discutant avec des auteurs, c'est généralement ce qui se passe quand on commence à tout structurer. Il y a toujours des idées qui viennent au fur et à mesure, c'est normal, je pense. Oui, bah oui. Puis je pense que c'est important quand même parce que faut prendre un peu de plaisir quand on écrit. Et si on se force à rester sur des idées qu'on a mis sur papier il y a plusieurs mois, bah, je pense qu'on perd un peu la part de fun qu'on a dans l'écriture. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement d'inventer, de tisser l'histoire, d'inventer un monde, etc. Et si je dois rester fixe sur une idée, je sais pas si ça pourrait me plaire à la longue. Surtout quand c'est un projet qui dure 1 année, 2 années. Bon, au bout d'un moment, ça peut être un peu lassant. Ouais, carrément, je comprends. Et pour les auditeurs qui écoutent le podcast actuellement et qui veulent découvrir un peu plus l'univers des oubliés et peut-être même que ça leur a donné envie de lire ton livre, où est-ce qu'on peut se procurer le roman? Est-ce qu'il est déjà disponible en précommande, auto-édité peut-être? Alors, il n'est toujours pas disponible, mais il le sera en juillet 2025 aux éditions Spinel. Et bah parfait, du coup on mettra bien sûr tous les liens pour retrouver tes réseaux et ton futur roman donc dans la description. Merci beaucoup Amandine d'avoir partagé un petit peu ton univers avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux auditeurs? Déjà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que mon roman a pu attiser un peu votre curiosité. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, avoir des bonus par exemple sur l'univers, ou même faire un test de personnalité pour savoir sur quelle île vous auriez été, vous pouvez aller sur mon site internet qui s'appelle amandine.bzh. Et merci beaucoup Amandine et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.